Concentrons-nous maintenant sur le bilan pour voir ce qu'il contient précisément. Nous avons arbitrairement opté ici pour une présentation en colonnes. Dans la colonne de droite, on trouve les capitaux propres et passifs, qui sont en fait les ressources de l'entreprise. C'est la première fois que nous utilisons le terme passif. Considérons qu'il s'agit en fait de dette. Considérons que ces deux termes, passif et dette, sont synonymes. C'est pratiquement le cas. Dans la colonne de gauche, on trouve le détail des actifs. Autrement dit, l'information sur les financements, sur l'origine des fonds apparaît à droite, l'information sur l'usage des fonds apparaît à gauche. Pour faciliter la lecture, pour permettre au lecteur de trouver rapidement l'information qu'il cherche, la présentation des actifs, la présentation des capitaux propres et des passifs respectent un ordre précis. Nous y reviendrons tout à l'heure. Insistons sur le fait que le bilan décrit l'état des actifs, l'état des capitaux propres ou des passifs à un moment donné, généralement en fin d'année. Autrement dit, grâce au bilan, on dispose d'une photographie des actifs, capitaux propres ou passifs. Il s'agit donc d'une information totalement statique qui nous dit ce qu'il en est, mais qui ne dit pas ce qui s'est passé. Là encore, nous y reviendrons un peu plus tard dans le cadre de ce module. À l'actif d'un bilan, nous trouverons d'une part des actifs immobilisés et d'autre part des actifs circulants. Traditionnellement, les actifs sont regroupés entre ces deux catégories. Actifs immobilisés d'une part, actifs circulants d'autre part. Les actifs immobilisés, ce sont des actifs d'infrastructure, des actifs nécessaires pour produire ce qui doit être produit. Ce sont des actifs dont la durée d'utilisation est longue, en tout cas supérieure à l'année. Ces actifs immobilisés vont être composés d'immobilisation corporelle et d'immobilisation incorporelle. Ces immobilisations corporelles et incorporelles sont celles qui servent à produire les biens ou services qui seront commercialisés. On distingue les immobilisations corporelles des immobilisations incorporelles parce que les premières ont une substance physique. Les immobilisations corporelles, on peut les voir, on peut les toucher. Elles regroupent les terrains, les bâtiments, les matériels et équipements de toute nature nécessaires à l'activité de l'entreprise. Par opposition, les immobilisations incorporelles sont sans substance physique. Elles aussi sont utiles à l'activité de l'entreprise, mais il s'agira de brevets, de franchises, de marques, voire d'un fonds de commerce. Le troisième type d'immobilisation, ce sont les immobilisations financières. En fait, les immobilisations financières, ce sont des prêts que l'entreprise a pu accorder à des tiers, ou, plus fréquemment encore, des participations que l'entreprise a pu prendre dans d'autres entreprises. Notre entreprise est potentiellement actionnaire, peut-être actionnaire d'autres entreprises. Les actions des autres entreprises qu'elle détient apparaîtront dans les immobilisations financières. Après les immobilisations, les actifs immobilisés, on trouve les actifs circulants, qu'on peut qualifier d'actifs d'exploitation. Ce sont en effet les actifs nécessaires à l'exploitation ou résultant de l'exploitation. Le terme actif circulant vient tout simplement de ce que les stocks, une fois qu'ils sont vendus, se transforment en créances. Les créances, une fois qu'elles ont été encaissées, elles génèrent de la trésorerie. Et cette trésorerie permet d'acquérir des stocks. Donc on voit bien qu'on a affaire à un circuit entre ces trois éléments-là. Le premier de ces actifs circulants, ce sont les stocks. Les stocks, ce sont essentiellement des stocks de marchandises pour les entreprises commerciales. Ce sont des stocks de matières premières ou des stocks de produits finis, voire des stocks d'encours de production, c'est-à-dire des produits intermédiaires pour les entreprises industrielles. Les créances, ce sont toutes les sommes qui sont dues à l'entreprise. Le plus souvent, elles sont dues par des clients qui ne règlent pas ce qu'ils doivent régler des réceptions ou des produits ou des services qui leur ont été livrés. Enfin, la trésorerie regroupe les liquidités dont dispose l'entreprise. Il peut s'agir d'espèces, de montants disponibles en banque, mais il peut aussi s'agir de placements, à condition que ces placements soient immédiatement réalisables.
Face aux actifs, on présentera les ressources qui ont permis de financer ces actifs, autrement dit les capitaux propres et passifs. On classera donc les ressources en deux types. Premier type, les capitaux propres. Deuxième type, les passifs. Et je vous rappelle que passif, on peut considérer que c'est synonyme de dette. On aura donc d'une part les capitaux propres et d'autre part les dettes de l'entreprise. Les capitaux propres, nous le savons, ils rassemblent les fonds venant des actionnaires qui sont définitivement acquis pour l'entreprise. Si nous avons affaire à une organisation sans but lucratif, c'est le fait qu'ils sont définitivement acquis à l'organisation qui est essentiel. Parmi ces capitaux propres, on va trouver d'abord le capital. Le capital, ce sont les montants directement investis par les actionnaires lorsque l'entreprise a effectué une augmentation de capital. Autrement dit, lorsque l'entreprise a demandé à ses actionnaires d'apporter de l'argent frais neuf et qu'en contrepartie, elle leur a remis des actions nouvelles. Les réserves sont des montants indirectement apportés par les actionnaires. Rappelez-vous, ces réserves sont constituées lorsque les actionnaires ne prélèvent pas la totalité du résultat net comme ils pourraient le faire. Ces réserves, tout comme le capital, s'analysent comme un apport en fonds propres. Les modalités de l'apport ne sont pas les mêmes, mais au bout du bout, les réserves, comme le capital, c'est des montants investis par les actionnaires. Enfin, et c'est un point clé, il faut bien comprendre que le résultat net est lui aussi un composant des fonds propres. Le résultat net mesure la richesse produite pendant la période pour les actionnaires. Tant que les actionnaires n'ont pas décidé ce qu'ils allaient faire de ce résultat net, il apparaît dans les fonds propres. Le résultat net des organismes à but non lucratif n'est pas distribuable. En fin d'année, il sera systématiquement mis en réserve. Pour ce qui concerne du résultat net des sociétés, tout dépendra de la décision prise par les actionnaires. Le résultat net pourra être transféré en réserve ou pourrait être distribué en fonction de la décision qui sera prise. Après les capitaux propres, on trouvera les passifs. Les passifs recouvrent toutes les autres ressources qui ont permis à l'entreprise de financer ses activités, de financer ses actifs. Et comme je vous l'ai dit déjà, il s'agit le plus souvent de dettes. On trouve d'abord les emprunts. Les emprunts sont contractés auprès de prêteurs, le plus souvent auprès de banques, et ils sont rémunérés par l'intérêt. Deuxième type de dette, deuxième type de ressources, ce sont les dettes d'exploitation. Les dettes d'exploitation sont les symétriques parfaits des créances d'exploitation. Elles correspondent aux sommes que l'entreprise doit, le plus souvent à ses fournisseurs, parce qu'elle ne les a pas réglées dès réception des produits ou services livrés. Ces dettes d'exploitation constituent une ressource au sens où les sommes qui n'ont pas été consacrées au paiement de ces dettes peuvent être utilisées pour financer tout autre type d'actifs. Pour faciliter la lecture du bilan, pour pouvoir trouver rapidement ce que l'on cherche, la présentation du bilan est normalisée. Les actifs sont classés par liquidité croissante. Les actifs les moins liquides, ceux qui ne produiront pas de trésorerie directement, sont indiqués en premier. Il s'agit bien sûr des immobilisations. Les actifs les plus liquides, parce qu'ils constituent de la trésorerie, ou parce qu'ils produiront de la trésorerie rapidement, sont indiqués en dernier. De la même manière, les capitaux propres et passifs sont classés, mais par exigibilité croissante. Les capitaux propres sont définitivement acquis, nous le savons. Ils ne sont donc jamais exigibles. Ils apparaissent en premier. Les dettes d'exploitation sont celles qu'il faudra rembourser à la plus brève échéance. Elles apparaissent en dernier. Par construction, le total des actifs est toujours égal au total des capitaux propres et passifs. Tout simplement parce que tous les actifs sont systématiquement financés par des capitaux propres ou des dettes. Ou encore, et symétriquement, parce que toutes les ressources, tous les capitaux propres, toutes les dettes sont systématiquement affectés à des actifs. Le bilan que nous avons décrit précédemment était présenté en colonnes. On préfère souvent présenter le bilan en liste.
L'actif est alors présenté indépendamment des capitaux propres et passifs. Ils apparaissent ici, l'un à côté de l'autre. Les actifs à gauche, les capitaux propres et passifs à droite. Ils auraient pu apparaître l'un au-dessous de l'autre. Dans les rapports annuels, ils apparaissent souvent l'un sur une page, l'autre sur une autre page. Ceci n'a absolument aucune importance. En revanche, ce qui est important, c'est que les actifs apparaissent par liquidité croissante, que les capitaux propres et passifs apparaissent par exigibilité croissante. Jusqu'à présent, nous avons compris que le bilan nous renseigne sur l'origine des fonds apportés par les actionnaires et les créanciers de l'entreprise, sous forme de fonds propres ou de dettes, et sur l'utilisation de ces fonds par l'entreprise. La lecture du bilan peut également nous renseigner sur la capacité d'une entreprise à faire face à deux risques auxquels elle peut se trouver soumise. Le risque d'illiquidité et le risque d'insolvabilité. Ces informations intéressent au plus haut point les créanciers de l'entreprise, autrement dit les acteurs auprès desquels celle-ci a contracté des dettes. Des fournisseurs, des banques, qui attendent bien entendu le remboursement des sommes prêtées. Le bilan nous donne donc des informations sur la liquidité et la solvabilité d'une entreprise. Comment définir ces deux notions ? On évalue la solvabilité pour savoir si une entreprise pourrait, par la revente de ses actifs, rembourser ses créanciers. Si tel est le cas, l'entreprise est alors dite solvable. Dans le cas contraire, cela signifie qu'elle n'est pas en mesure de rembourser ses passifs à partir de la revente de ses actifs. D'une manière plus ponctuelle, on peut également évaluer la liquidité d'une entreprise. À une date donnée, on se demande alors si ces actifs liquides, autrement dit ceux que l'on peut rapidement transformer en trésorerie ou qui sont directement disponibles sous forme de trésorerie, permettent de faire face à ces échéances. Payer la facture d'un fournisseur, régler ses salariés, payer ses impôts ou encore payer ses intérêts à la banque. Il est important de noter qu'une entreprise peut être liquide, c'est-à-dire avoir la capacité, la trésorerie nécessaire pour régler ses dettes à court terme, mais être insolvable. Autrement dit, ne pas avoir assez d'actifs pour faire face à l'ensemble de ses passifs hors fonds propres. En cas de liquidation, cette entreprise serait alors incapable de rembourser ses créanciers. De la même manière, une entreprise peut être solvable, mais se retrouver temporairement en insuffisance de trésorerie ou d'actifs liquides et incapable de faire face à une échéance. Cela peut alors lui coûter très cher de devoir emprunter à court terme, d'avoir un découvert bancaire et bien entendu la rend dépendante de ses créanciers et de sa capacité à se financer à très court terme. Le mode de classement des actifs et des passifs au bilan est alors très pratique pour nous permettre d'appréhender la liquidité d'une entreprise. Il est en effet aisé de regrouper les actifs liquides et les actifs non liquides, les passifs exigibles et les passifs peu exigibles. Cela est bien entendu facilité par le mode de classement de ces deux rubriques au bilan, par ordre croissant de liquidité à l'actif et par ordre croissant d'exigibilité au passif. On peut alors comparer les actifs liquides et les passifs exigibles pour appréhender la liquidité de l'entreprise. Dans le premier cas qui s'affiche, nous remarquons que les actifs liquides ne couvrent pas les passifs exigibles. Cela peut être par exemple le cas d'une entreprise qui aurait financé l'acquisition d'immobilisation, d'actifs peu liquides, avec des ressources à court terme, et se retrouve donc temporairement dans l'incapacité de faire face à ces échéances. L'entreprise doit alors porter un œil attentif à ce risque qui peut lui coûter très cher, comme nous l'avons mentionné, et la forcer à trouver un financement très rapidement. Dans le second cas, en revanche, l'entreprise n'est pas soumise à ce risque d'illiquidité dans la mesure où ses ressources exigibles sont largement inférieures à ses actifs liquides. On peut cependant nuancer le propos concernant ce deuxième cas
en observant qu'une entreprise qui aurait beaucoup d'actifs liquides, par exemple une trésorerie extrêmement importante, n'enverrait pas nécessairement un message très positif ou très rassurant. Il faut bien entendu garder à l'esprit que la trésorerie est un actif inemployé, pas nécessairement rémunérateur ou peu rémunérateur. Cela pourrait par exemple donner l'impression d'une entreprise sans projet ou avec peu de projets, et potentiellement soumise à un problème de rentabilité par la suite. Le bilan nous permet également d'appréhender le risque d'insolvabilité globale en comparant les passifs et les actifs. Ainsi, si la valeur des actifs nous donne une estimation de leur valeur de revente théorique, leur valeur liquidative, la valeur qu'on pourra obtenir en les vendant séparément, on peut alors comparer cette valeur à la valeur des passifs. Dans le premier cas, nous remarquons que les actifs ont une valeur supérieure aux passifs hors fonds propres. L'entreprise est alors solvable. En cas de liquidation, ses créanciers seraient intégralement remboursés et les apporteurs de fonds propres récupéreraient le montant restant. En revanche, dans le second cas, si les actifs ont une valeur inférieure aux passifs, alors l'entreprise est dite insolvable. En cas de liquidation, ces créanciers ne seraient pas tous remboursés. Un ordre de remboursement serait alors établi et les apporteurs de fonds propres ne récupéreraient probablement rien. La question qui nous vient à l'esprit est alors, comment peut-on avoir des passifs supérieurs aux actifs ? Il faut pour cela que les capitaux propres soient négatifs. Comment cela est-il possible ? Il faut alors bien se rappeler que les capitaux propres incorporent le résultat de chaque exercice et les résultats passés mis en réserve. Une entreprise qui générerait systématiquement des pertes, autrement dit des résultats négatifs, et qui serait portée en réserve, les pertes ne peuvent bien entendu pas être distribuées, pourrait se retrouver à terme dans la situation décrite. Elle serait alors insolvable. Une fois que nous avons compris le rôle du bilan, les informations du circuit financier qu'il permet de centraliser, nous allons nous intéresser plus en détail aux différents postes qui composent ce bilan dans la rubrique suivante.